On parle souvent des personnes qui quittent leur pays pour tenter l'aventure ailleurs. Mais qu'en est-il de ceux qui reviennent ? Back to Bled est le podcast de celles et ceux qui ont pris cette décision et qui vous racontent leur parcours. Ici, pas de récit taillé pour briller, pas de success story formaté, juste des retours d'expériences sincères avec leur lot d'imprévus, de vérité, de déception, mais aussi de joie, de fierté et d'acceptation. مرحبا بك في Back to Bled. Asma, marhaba bik Back to Bled. Merci Jamel. C'est un honneur pour moi de te recevoir dans cet épisode. Tu es une athlète qui est reconnue dans le continent africain, 6 fois championne d'Afrique, qui a représenté le Maroc aux Jeux Olympiques, qui est conférencière, thérapeute, qui soutient les sportifs dans le coaching mental et qui a écrit un livre. Merci. Puis d'ailleurs, j'aime beaucoup, quand j'ai vu comment s'appelait le podcast, je me suis dit, je ne peux pas ne pas venir le voir. Je vais te poser une question par rapport à ça. Je vais juste expliquer le concept pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent pour la première fois. Donc, Back to Bled, c'est un podcast spécialisé dans les témoignages de Marocains qui sont nés à l'étranger ou là qui sont partis vivre une expérience à l'étranger et qui sont revenus vivre au Maroc. Ça répond à une question toute simple qui est « Ashnou kaydirou had les Marocains quand ils reviennent au Maroc ?» Et à côté, je voulais rajouter du sens à ce projet. Et donc, le slogan de Back to Bled, c'est « Leave your print ». Et l'idée, c'est de créer une plateforme où tous les Marocains qui regardent ce podcast-là aient cette envie de vouloir laisser une empreinte derrière eux. Et donc, à travers des témoignages comme le tien, comme celle d'autres personnes, j'aimerais insuffler un peu ce côté-là. Donc, en général, avant de commencer le podcast, je pose 2 questions. La première, c'est « Là, tu as accepté de l'invitation ?» Tu as répondu à moitié. Et la deuxième, c'était quoi le rêve de Asma quand elle était plus jeune? Moi, je le sais, mais j'aimerais que tu le dises aux personnes qui ne te connaissent pas. Alors déjà, pour répondre à la première question, je vois que les enfants, que ce soit la génération de maintenant, il y a eu nos parents, qu'il y a eu cette immigration de la diaspora, et puis il y a eu cette jeunesse qui sont un peu partout, et je le vois que même pas qu'en Europe, ça y est, cette diaspora qui a envie de revenir en Afrique, je le sens, et de comment ils vont être accueillis, de comment ça se passe. Donc je vois beaucoup d'amis très proches qui retournent en Afrique avec un grand A subsaharien ou Afrique du Nord. Et puis ça c'était un choix sportif au début, et finalement je suis entre la France quand même et le Maroc, et le fait de mettre un podcast comme ça, je pense que c'est un retour d'expérience, de partage, de transmission. Pour ceux, parfois, ils se posent des questions. Voilà, de comment ils pourraient se sentir un retour chez eux. Et la deuxième question, moi, c'est ça. Je pense que cette question, on me la pose souvent, mais c'est toujours la même réponse. C'est le concrétiser dans le sport. Le sport, c'est quelque chose qui représente plus au final qu'une activité physique. Et ça, je le comprends avec maturité. Mais plus jeune, moi, je voulais me retrouver aux Jeux Olympiques. Voilà, j'ai toujours posé la question, pourquoi les Jeux? Je dessinais des anneaux olympiques parce que j'avais compris très tôt que les anneaux représentaient le monde entier, tous les continents, et ensemble. Et j'ai toujours eu cette curiosité de l'autre. C'est quelque chose qui m'a... une obsession. Vraiment, parce que moi, je suis arrivée à l'âge de 11 ans et j'étais dans une école francophone, je ne parlais pas français. Red Darija. Et, ou arabe. Je parle aussi l'arabe littéraire. Mon père nous a mis dans un cursus plutôt arabophone. Parce que ma mère, elle est partie lorsque j'avais 1 an, donc elle m'a récupérée à l'âge de 11 ans. Donc, de 1 an à 11 ans, pas de maman. Je suis restée avec mon père. Et j'étais dans ici au Maroc? Oui, je suis restée avec mon père ici, oui, voilà. Moi, je suis née à Mohamedia. Ok. Et donc, j'arrive en France, finalement, la mer, c'est la rencontre d'un pays qui est très éloigné, que je connais pas. Et puis, finalement, ce qui m'a paradoxal, c'est que j'arrive, on me dit les Français, donc j'avais une idée des Français, ce que c'était. Mais moi, j'arrive à Noisy-Grand. Et Noisy-Grand, c'est cosmopolite. D'ailleurs, je suis encore dans cette ville. Et il y a beaucoup de diaspora. Okay. Et donc, en fait, tout le monde est différent comme moi. Et donc là, je me suis sentie à l'aise. Moi, j'étais dans une école francophone, il y avait un Portugais,
à ma droite un Indien, à ma gauche un Pakistanais, un Chinois, un Italien. Enfin, il y avait le monde entier dans une classe. Et finalement, je me suis sentie pas si différente. Donc, Paris, c'est très cosmopolite. Donc, pour ça, je dis, j'ai voyagé bien avant de voyager. Et donc, j'avais cette culture voilà, j'étais curieuse voilà, par rapport à des camarades de classe. Voilà. Très bien. Du coup, tu as anticipé la question qui était de te présenter depuis ton enfance jusqu'à ta décision de partir. Et en regardant des vidéos de toi, j'ai vu que tu parlais souvent de Boris Cyrulnik et de Dan Millman. Quel impact a eu ces deux auteurs sur ta vie? Je vais commencer par Dan Millman. Je l'ai lu très tôt, Le guerrier pacifique. Et en fait, Le guerrier pacifique, j'invite tout le monde à le lire. Bon, il y a le film, mais la lecture, elle est encore... c'est différent, les livres, que le film. Bon, il y a des films qui sont bien adaptés, mais là, vraiment, le livre est très, très puissant. Et j'ai compris très vite ce que c'était vraiment d'être un athlète. Dan Millman, c'était un athlète olympique, vraiment gym, qui a vraiment existé. Il nous a emmenés dans un voyage un peu quelque chose d'initiatique. Spirituel. Très spirituel et finalement quelque chose qui va au-delà de l'effort physique. Et que les Jeux Olympiques, la médaille, c'était pas une finalité. Et je ne veux pas spoiler pour ceux qui ont envie de le regarder, le lire, ou le regarder bien sûr. Et j'ai compris très vite que dans des passages, forcément, il y a des fois, je ne comprenais pas tout de suite, mais dès que commence à grandir, maturité, en fait, les messages ils deviennent encore plus puissants. Et à chaque fois que je le lis, ce que je suis certaine, si je le lis aujourd'hui, je vais découvrir autre chose. Parce qu'il y a une nouvelle maturité. Porte qui s'ouvre, un tiroir, comme tu dis. C'est ça qui est magnifique avec les livres, en fait. À chaque fois qu'on peut les lire, on apprend tellement de choses, quoi. Ça se relit. Donc ce livre-là, je l'ai lu là au moins une trentaine de fois, je sais pas, je connais des passages par cœur. Et puis, voilà, il m'a accompagnée. Donc sur le point de vue spirituel, on va dire. En fait, tout est spirituel. En fait, c'est ça qui est incroyable de ce qu'on fait. Tout est spirituel. On est des êtres spirituels avec une expérience humaine, et pas le contraire. Celui qui pense qu'on est... Voilà, c'est ça. On est des êtres qui respirent. Déjà, derrière le mot « respirer » vient de spirale. Spirale, spirituelle. Donc, et ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme ça. Et donc, la façon d'appréhender et de cet univers de physique entre corps et esprit prend tout son sens. Et donc, je pense que ça m'a aidé à avoir une longévité. Je ne dis pas que tout était... j'avais besoin aussi d'agitation, parce que forcément, d'arriver avec certains traumas. Dès lors qu'on a des traumas, en fait, que ça soit dans l'enfance ou une séparation, ça, il y a une forme de trauma. Une rupture, il y a quelque chose qui se met, et ben en fait on est agité. Il y a certaines agitations qu'on comprend pas tout de suite et qu'on projette. Et la projection de certaines choses qu'on fait. Et puis je pense qu'il m'a aidé beaucoup, c'est la lecture. J'étais curieuse, d'ailleurs parce qu'on m'avait détecté dyslexique. Et moi je pensais que la dyslexie c'était les gens stupides. C'était vraiment les gens stupides qui, voilà, quand on est jeune, on dit t'es dyslexique. Puis j'ai compris très vite que je partais à la médiathèque et je lisais sur les dyslexiques et j'ai vu qu'il y avait Einstein, j'ai vu qu'il y avait Victor Hugo, j'ai vu la liste était longue, Molière, enfin il y avait... Je me suis dit, c'est eux qui sont dyslexiques. C'est pas réducteur, quoi. Voilà, c'est une chance. C'est une chance, à la limite, je suis comme... Enfin voilà, je m'étais identifiée à dire, eux, ils ont réussi leur vie et il y avait plein de sportives et tout. Et finalement, je me suis dit que peut-être en lisant, j'allais réduire ça. Et moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on est dyslexique, ou des parents qui pensent que leurs enfants sont dyslexiques parce qu'on ne lit plus. Et on dit, il est dyslexique. Non, parce qu'on ne lit plus. On n'a plus cette soif de lire, voilà. Patience de vouloir. Voilà. Et en fait, finalement, dès qu'on prend la lecture, finalement, on se dit, on n'est pas si dyslexique que ça. Très bien. Et Boris, il t'a apporté quoi? Boris, d'ailleurs, c'est lui qui a un peu mis au jour la résilience. On l'entend on colle la résilience avec Boris, parce qu'il en parle très très bien. Et je pense que vraiment, le livre Résilience est extraordinaire, mais des fois il y a certaines choses que je comprenais pas très jeune. C'était quoi, Le merveilleux malheur Et alors il y avait celui-là, il y avait Le vilain petit canard, et puis il y avait Résilience aussi. Mais Boris, en fait, il l'a vraiment bien expliqué
ce que c'est la résilience, et des fois aujourd'hui on a tendance à vouloir la changer. Et la résilience, c'est le petit courage de chaque matin. La résilience, elle est constante. C'est-à-dire qu'en travaillant sur soi tout le temps, la résilience, elle est là. C'est pas une finalité. On va pas se dire, ah ça y est, je suis en résilience. Non, non. C'est une continuité. Et surtout, quand on a un bagage un peu assez lourd, bah en fait, c'est un travail, on s'arrose. On s'arrose pour déjà être plus calme de l'intérieur. Et si nous, on est calme, on va essayer de pas foutre le bordel trop à l'extérieur. Parce que si on est bien, il y a un calme autour de nous. Et ça revient. Et c'est un travail individuel et collectif. C'est victoire de tous les jours. Et puis, c'est pas que individuel, c'est collectif. Parce que moi, si je suis bien, autour de moi, je vais créer quelque chose de bien. Et dès lors que c'est limite santé publique. C'est vrai. Et donc, du coup, en ayant lu ces livres-là, et en étant parti très jeune du Maroc, est-ce que tu penses que tu n'as pas grandi trop vite? Oui, forcément, bien sûr. Bien sûr, après, il y a forcément il y a un manque, il y a un vide de quelque chose. Il faut savoir, il faut comprendre que tu savais, Jamel, comment un bébé grandit? Je sais pas si tu sais. Dis-moi. C'est par le kinesthésique. Quand une maman caresse le dos de l'enfant, le dos, parce qu'il y a la moelle épinière qui va dans le cerveau, la glande pinéale. Quand elle le caresse, c'est comme ça qu'il grandit. Parce qu'en Inde, il faut toucher les enfants. Il faut les masser, le contact, l'amour. Et dès lors, après moi j'ai eu de la chance, parce que justement ce qu'il explique Boris, c'était 1 an. Avant 1 an ça aurait été compliqué. Donc ma mère elle est restée 1 an, donc un peu cette base elle est restée. Donc là où il explique les enfants poubelles, il explique, et vraiment il faut le lire là-dessus, parce que c'est très très puissant sur comment il se construit le cerveau. Et en fait ce kinesthésique-là, et d'ailleurs ils ont fait une expérience à l'époque, je ne sais plus quelle année, malheureusement, ils ont fait aussi des expériences sur des êtres humains et des orphelins où ils ne touchaient pas les enfants, où ils sont tombés malades, où il y en a qui sont morts. Donc, ce toucher est très important dans le développement. Ah oui, complètement. C'est le toucher, parler. Un bébé, il a besoin de ce contact. C'est comme ça, au moins, pour sa santé mentale. Et voilà. Et ça, je pense sincèrement que j'ai eu beaucoup de chance, en fait, déjà de trouver quelque chose que j'aime. Et ça, c'est difficile pour moi. Moi, c'était le sport, parce que je sentais que j'étais bonne. Pourquoi? Parce que j'avais du problème avec la langue. Et puis, les enfants, ils ne parlent pas, on ne fait pas de thèse, ils ne font pas de podcast, les enfants. Ils jouent. Et quand ils jouent, ils font du sport. Le sport, c'est jouer. Les enfants, ils jouent parce qu'ils bougent, ils sont dans le mouvement. Moi, c'était mon univers, le mouvement. Donc, tout le monde voulait que je sois dans leur équipe. Et puis, j'étais valorisée. Non, elle est dans mon équipe. Tout ça. Donc, j'avais des copains-copines. La confiance en soi, elle commence là. Oui, et donc, l'estime aussi. Je vois que j'aime quelque chose et qui génère beaucoup de full of love autour de moi. Je me suis dit, mais c'est magnifique. Et ça, j'ai eu de la chance. Et donc, du coup, je me suis happée dans ça. J'ai dit, bon, c'est ça. Ça va être rien d'autre. Sauf que mon parcours, il fait que... Exactement. Tu vas nous parler un peu de tes moments forts, de ce que tu as vécu en France de 11 ans à 29 ans avant que tu décides de revenir et de te lancer dans autre chose. Comment ça s'est passé pour toi? Je sais que tu étais dans une caserne de pompiers, dans l'armée aussi. Donc, comment ça se passe tout ça? Après une année en école francophone, je me retrouve au collège. Et sauf qu'au collège, il faut savoir que le français, il n'était toujours pas là. Je comprenais les maths, j'étais assez bonne. Le PS, la musique, il ne fallait pas, l'art. Mais tout le reste, c'était compliqué, parce qu'il y avait la barrière de la langue. Donc, le système scolaire, on le connaît très bien. Les anglophones, les anglo-saxons, ils sont moins comme ça. Mais les francophones, c'est très... T'es bon ou t'es pas bon? Là, t'es pas bon. Ah, là, t'es pas bon. Et donc, l'échec scolaire, le mot, il a été vite trop dit. Alors que j'avais quand même un talent. Alors que t'étais bonne dans le sport. Et donc, c'est à partir de là que je me suis sentie, waouh, je suis une cancre. Parce que je sais... Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire que je peux pas aller en sport-études parce que j'ai ça. Donc là, c'était tellement difficile à cette période-là. Bon, ma mère, elle me dit, bon, les Français, ils aiment bien manger, tu vas faire un CAP-BP, bac pro cuisine. Donc, j'étais en professionnel 4 ans. Putain. J'ai accepté, donc j'ai accepté de faire une tâche
Tu trouvais du plaisir en Que ça ou... Bah, je ne sais pas à quel point j'avais switché, parce que moi, forcément, j'en ai eu mal au bide, je l'explique bien dans le livre, c'est quelque chose qui était terrible pour moi, comme ça, un rejet. Moi, j'avais déjà ce truc, forcément. Abandon, même si c'est pas vraiment un abandon, parce que ma mère s'est tellement battue pour nous. C'était à l'époque Les où les blessures mamans de pouvaient pas. l'enfance. Maintenant, ça a changé. Je suis tellement contente que la loi l'a changé pour la femme ici, parce que maintenant, quand il y a un divorce, la maman. C'est vrai. Qu'à l'époque, la maman ne pouvait pas pas. possible, Et oui. donc, à chaque fois, ma mère, je pense qu'elle était très émue. Quand elle a vu. Elle était très émue parce qu'elle pouvait se visualiser d'autres femmes qui, parce qu'à 10 ans, sans ses enfants, je ne peux pas ressentir la douleur qu'elle a eue, parce qu'elle ne pouvait pas, justement. Et donc, c'est là que ça change, je suis très heureuse. Et pour revenir, j'avais... Oui, ce côté rejet, ce côté... Oui, pourquoi ils veulent pas de moi dans le groupe et tout, c'est humain, c'est ça. Et puis finalement... Est-ce que tu t'es isolée à ce moment-là? Non. En fait, je me suis dit, je vais mettre mon rêve quelque part et je vais essayer d'aimer une tâche que j'aime pas tout de suite. Sauf que pour l'aimer, alors j'ai quelque chose en moi, depuis toujours, j'aime l'excellence. C'est quelque chose qui est un peu paradoxal par moment, parce qu'on cherche à pas forcément chercher l'excellence, mais l'excellence à être la meilleure version de moi. J'aime bien, voilà. T'améliorer. Sauf que j'ai choisi il n'y a pas de sauf, mais j'ai été dans le meilleur traiteur. Ah ouais, vous me mettez dans la cuisine, donc je vais choisir le meilleur traiteur français. Il y en a 3 à Saint-Pétersbourg, je pense, un à New York et un à Paris, Potel-les-Chabots. Et donc je me dis, je vais faire mon alternance chez eux, c'est l'excellence. Et donc je faisais des concours de cuisine. Enfin, il fallait que ça soit toujours pour que j'arrive à l'accepter que je fais quelque chose qui me... Voilà. Qui soit valorisant. Donc voilà, comme je dis dans le livre, j'ai dû couper beaucoup d'oignons, parce qu'au finalement, quand on est là-bas et qu'on est apprenti, on fait vraiment la base. Donc j'ai dû couper beaucoup d'oignons pour faire les Jeux Olympiques. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, dès lors qu'on est loin de sa tâche, chaque oignon que j'ai coupé, c'est très bizarre et très paradoxal ce que je vais dire. J'espère que tout le monde va me comprendre. Chaque oignon et chaque que j'ai coupé m'a aidé. Ta résilience. Non. M'a aidé à être une athlète olympique. À te rapprocher de ton... Oignon. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben si, puisqu'il y a un côté très méthodologie en cuisine. Il y a le chef qui te dit non, c'est pas bon, recommence. Non, c'est pas comme ça que je t'ai dit. Et discipline. Exigence. Accepter d'être coaché. Accepter de prendre. Et donc, voilà, donc tout cet univers de cuisine patriarcale aussi. Moi qui un peu moins aujourd'hui. Non, la cuisine, ça a toujours été patriarcal et ça restera toujours patriarcal. Je connais le nom d'une chef, une grande chef, à part Hélène Darroze. Qui? Hélène Darroze. Voilà, je l'ai dit, à part Hélène Darroze. Et alors encore, elle se fait vieille, mais... C'est vrai, ça. Donc c'est très patriarcal et ça l'est toujours comme un peu l'armée. Et je pense que c'est la cuisine qui m'a aidée à comprendre et intégrer et de travailler dans un milieu d'hommes, parce que je me retrouve aussi à la caserne. Donc c'est ça. C'est encore pire, la caserne. Ah oui, c'était dans pratiquement les premières femmes. C'est pas la première femme, les premières. Et donc dans les années, ils n'étaient pas habitués. Et donc il y a eu ça pendant 10 années. Et je pense que c'était mon sport-études. Donc voilà. Ta formation perso, quoi. Et puis le judo là-dedans, je le découvre à l'âge de 20 ans. Ouais, ma plus belle rencontre. À 20 ans. Le judo. Comment ça s'est passé? Le judo, je l'ai aimé sur le tard. Parce que moi, c'est pas forcément le judo, c'était les jeux. Il fallait que je trouve un moyen pour exceller au jeu avec un sport. Mais lequel? Le judo, il est arrivé, je suis arrivée à lui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très en synchronicité, parce que le mot judo, c'est voie de la souplesse. Et si on ne sait pas chuter, on ne fait pas judo. La première chose qu'on t'apprend, c'est chute. Tu sais chuter. Si tu ne sais pas chuter, c'est le palk. C'est fort. Première fois, elle me fait non, tu fais pas. Chute. Et je trouvais ça très fort. Tu chutes, tu te relèves. Tu tombes sur ton dos et tu te relèves. C'est puissant. Alors je commençais à aimer au début, parce que je n'étais pas forcément technique, parce que le judo, tu commences à 5-6 ans. Je pense que je suis la seule au monde à 20 ans à avoir fait ce parcours. Parce que généralement, on commence. Voilà, mais pas à 20 ans. 20 ans, on est déjà adulte. Et le cognitif,
Voilà, c'est comment apprendre un sport aussi technique. Donc moi, j'ai toujours eu un judo physique et j'ai appris à être une combattante, pas forcément au début judokate. Bon, cet entraîneur qui est exceptionnel, Yves, il me dit, écoute, on va t'apprendre à être une combattante, à faire tomber sur le dos. Let's go. Voilà. Ça part de là, à 20 ans. Et du coup, est-ce que ça, à ce moment-là, quand tu commences tes entraînements et que tu découvres un peu la discipline, tu as cette vision de Jeux Olympiques à ce moment-là? Comment tu vois les choses? Ah non, moi je l'ai vu en année olympique. Hein. Moi c'était clair et net. Le premier entraînement de judo, je partais au jeu dans ma tête. J'ai visualisé. Et je n'ai jamais arrêté de visualiser les Jeux olympiques, pas une seule fois dans ma vie, jusqu'à ma fin de carrière. Donc j'ai visualisé les Jeux de mes 20 ans jusqu'à ma fin de carrière. Obsession. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a une part d'obsession dans les gens qui réussissent. C'est vrai. Voilà. Alors, saine, malsaine, je sais pas. C'est une coexistence. Donc forcément, il y a une part de lumière, mais il y a une part d'ombre qui te rattrape dans l'obsession. Mais en tout cas, moi, je sais que, pour être sincère, il y avait une part d'obsession. Okay. J'ai vu quelque part, tu dis, pour atteindre un objectif exceptionnel, il faut faire des choix exceptionnels. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là où tu as décidé de switcher de vie, à 29 ans? Alors, j'ai passé un moment à la caserne, tout ça, et puis bon, il y a le tiroir qui me tapait, qui me disait, oh, c'est quand là? C'est quand? Et là, j'ai dit, c'est maintenant. Alors j'ai fait déjà une médaille au championnat de France. Bon, je peux comprendre que l'équipe de France, c'est une équipe très très forte. Et moi, j'ai un parcours tellement bizarre que forcément, quand t'as 5-6 filles ou 4 filles, enfin, voilà. Puis moi, voilà, je suis né au Maroc. Besoin de revenir aux Back sources. to bled. Why not? Je suis né là. J'ai vu le jour ici. Ma première respiration était au Maroc. Oh. Donc, ça devait être comme ça. Donc, j'arrive au Maroc et je me dis, comment ça va se passer? Parce que je suis âgée, comment ils vont accepter ça? Bon, après, forcément, je quitte un salaire, donc décision exceptionnelle. J'ai plus de salaire. Je vais dans un pays, forcément, on ne va pas te payer tout de suite. Tu arrives à 29 piges, il faut faire ses épreuves. Il y a plein de choses qui changent. Décision exceptionnelle. J'avais compris très vite que si je mettais pas la barre haute, ma vie devait être exceptionnelle, mais puissamment pour que j'arrive à augmenter la probabilité. Parce que j'étais très lucide qu'il était possible que je n'y arrive pas. Mais je ne m'étais pas focus sur arriver par arriver, je m'étais focus à augmenter ma probabilité. J'avais une obsession, et pourtant je ne suis pas très maths, cartésienne, machin, mais je me suis dit, si je monte ma probabilité au maximum, des chances. au moins, ouais, je suis sûr qu'il y aura plus de chances. Donc j'étais focus sur ma probabilité. Alors, probabilité, c'est dans le cadre de tout l'univers de m'entraîner. Donc les entraînements, ça c'était une intensité qui était énorme. Je ne sais pas combien d'heures d'entraînement j'ai fait dans ma vie, je crois. Je continue aujourd'hui. J'avais compris qu'il fallait bien dormir, j'avais compris qu'il fallait bien manger, j'avais compris plein de choses comme ça. Et t'étais bien entouré à ce moment-là avec tes coachs ou c'était une Bah nouvelle après, manière de... oui, alors j'ai pris une coach en prépa, d'ailleurs Les Belles Personnes. Il y a un chapitre qui s'appelle Les Belles Personnes et ça c'est tellement important ce chapitre pour moi parce que je n'y crois pas, je suis arrivée seule. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une petite anecdote, les rappeurs, des fois en France, qui disent c'est la rue qui m'a fait, puis t'as la maman qui regarde comme ça, en écoutant la musique, calme. Balancer, ouais, c'est... Non, personne n'arrive seul. C'est un grand mensonge de croire qu'on arrive seul. C'est en équipe. Oui, on a eu dans une galère, certes, mais il y a toujours peut-être un mot, quelqu'un. Même dans le métro, moi je sais qu'il y a une phrase qui a bouleversé ma vie dans le bus. Quand j'ai fini, là je reviens en arrière, j'étais en premier contrat de qualif et je faisais des noctambus, noctiliens très tard et j'avais des crises, je faisais des crises d'ulcères, faut savoir, très tôt. Pas forcément. À cause du stress ou... Ouais, je sais pas, après, somatisation, je pense à la somatisation à l'époque et je me souviens, j'étais angoissée et tout ça et puis il y avait un monsieur à côté, il m'avait dit quelque chose, il m'a dit ouais, tu devrais... Parce que je me tenais, il m'a dit quoi? Je lui ai dit je sais pas, j'ai un problème de ventre, il m'a dit le ventre, c'est ton deuxième cerveau. C'est vrai. Il me l'avait dit, alors que j'avais entendu à 17 ans, c'est mon deuxième cerveau, il me fait, faut que tu respires. Il m'a dit le mot respirer, que je retrouve bien plus tard avec Wim Hof. Et qui te suit partout. Donc voilà, il me dit, faut
Je me rappelle, il était asiatique, il me fait souffle, sors tout ce qu'il y a là, parce que si c'est dehors, ça va. Mais si c'est à l'intérieur, on tombe malade. Et c'est m'est resté, ça. C'est pas rien. Ce qu'il m'avait dit, c'est m'est resté pour toujours. C'est le début de la méditation, on va dire. Oui, c'est là, il l'a mis quelque part. Il l'a balancé, il me l'a mis quelque part. Alors c'est un canal, moi je crois beaucoup, j'ai une grande foi. Je pense que chaque personne qu'on rencontre, c'est des canals, comme ça, canals. Des canals qui viennent, voilà, divins. Et donc j'ai rencontré une coach qui a été sur mon chemin, parce qu'elle devait être sur mon chemin. À ce moment-là. Voilà, je rencontre. Et puis même des personnes négatives qui sont là pour te remettre dans. Donc, je crois pas le mot, j'aurais pas dû, c'est une mauvaise rencontre, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse. Je pense que chaque rencontre doit être vécue. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Parce que cette rencontre, elle fait en sorte que tu te remettes sur ton chemin. Mais j'aime bien cette capacité en toi, de ce que j'ai vu un peu des vidéos, de ce que tu as fait, de transformer chaque chose en quelque chose de positif. L'alchimiste, c'est ça. Je l'ai toujours, je l'étais pas avant. Et bien sûr, c'est une je l'ai transformation. Pas. Oui, non, je l'avais. Attends, il y a eu des moments, j'ai déjà fait une dépression. Et j'ai aucune honte de le dire. J'ai déjà fait une dépression. Elle était pas lourde, mais j'ai eu des moments tellement difficiles. C'était nécessaire. Oui, voilà, bien sûr. Et j'ai eu des moments doux, des moments très très durs psychologiquement, où j'étais dans le down. Mais je pense que c'est bien de les vivre. Faut traverser des fois son enfer. C'est grâce à ces choses-là. Le tunnel, on veut pas. Des fois, on n'aime pas aller en bas, mais l'ascension là, il faut aller en bas pour. Plus elle est bas, plus on se prend plus. Et après, j'ai compris. Bon, là, ça va être une partie un peu très spirit, ce que je vais dire. Par moment, dès lors qu'il y a peut-être des traumatismes ou des choses, que notre forme humaine vit quelque chose, on incarne. Ouais, j'ai vécu ça dans ma chair. Ok, mais j'ai compris très vite que c'est pas que ça n'existe pas, c'est là, c'est présent, mais que je suis pas faite que de matière. Comme si, en fait, mon âme, elle était restée intacte et que je peux me connecter à elle. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, puissamment ça, à me déconnecter de certaines choses. Et moi, je dis souvent, c'est mon âme qui a guéri mon corps. Oh, c'est puissant. Vraiment, vraiment. C'est vraiment mon âme qui a guéri les maux AUX de mon corps. Et mon corps aussi qui est resté solide dans ça, parce que il y a une citation qui est magnifique, et je sais pas, je pense qu'elle est inconnue, elle est en Peul, qui dit prends soin, fais en sorte d'avoir une belle maison pour ton âme. Ta première maison, c'est quoi? C'est le corps. Et un bon corps a besoin d'accueillir une bonne âme, et c'est pour ça que j'aime bien le langage d'oiseau. La mort, c'est l'âme, quand elle est tellement fatiguée, un peu plus. L'âme, c'est du langage d'oiseau, j'en ai beaucoup mis. C'est comme la maladie, le mal a dit. Le mal a dit, bien sûr, et donc c'est tout ça, là. C'est tout ce qui est précieux, près des cieux. Ça, je savais pas. J'en ai beaucoup. C'est dans le livre? Oui, j'en ai beaucoup, parce que j'ai toujours eu une obsession avec les mots. Alors, ouais, j'ai une obsession aussi avec les étymologies, parce que tout à l'heure que je te disais spirale, parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on comprend les mots, sens, oui. À chaque fois que je me suis mis un mot pour me dire qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, son sens et mon action, elle allait être différente. Je vais te donner un exemple. Moi, j'aime beaucoup le mot responsabilité. Parce que responsabilité veut dire... Les gens, ils disent, ouais, responsabilité, c'est lourd. Mais en fait, on porte sur les épaules. Non. En fait, responsabilité, ça veut dire répondre d'eux. Un être humain, il doit être... Je ne parle pas des enfants. Répondre. Mais un adulte, il doit répondre de quelque chose. Qu'il est responsable de son corps, de son âme, de ce qu'il est, et d'où il vient, parce que s'il est responsable, il fait en sorte de ne pas nuire. Et donc, c'est un mot qui est tellement important pour moi, la responsabilité. Là, on est en train de parler du livre que tu as écrit. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Ouais. Je pense que finalement c'est des années, parce que tout était là, et après, il faut juste le transcrire. Quand je dis j'ai mis beaucoup d'années, j'ai passé ma vie à m'intégrer, parce que dans le sens où je suis née au Maroc, je pars en France, donc j'ai une intégration qui doit être là. Parce qu'au final, tu habites dans un endroit, il faut aimer l'endroit où tu vis. Et ça, c'est quelque chose que j'explique aussi par rapport aux gens de la diaspora. C'est comme si, on habite dans une maison, et puis là, je commence à te dire, mais non, mais j'aime pas ma chambre.
Ah, j'aime pas le salon. Ah, j'aime pas ma chaise. Et en fait, à force de pas aimer, et ben en fait, tu peux pas déployer ton... Bah, tu peux pas, tu peux rien faire. Tu vas être... Et donc, forcément, tu vas pas réussir. Donc, j'ai compris très vite qu'il fallait que j'aime l'endroit où je vis. J'aime les gens qui y vivent et qui sont là, qu'ils ont été peut-être là avant moi, mais de m'intégrer complètement. Et ça veut pas dire que je fais abstraction de ce que je suis, mes origines. Que tout peut aller ensemble. Que voilà, d'abord, je suis humaine. Le tout. Voilà, le tout. Et d'abord, voilà, je suis beaucoup sur le... J'ai compris très vite qu'il y avait une différence entre culture, tradition et humanité. Et ça, c'est important que je le dise parce que des fois, on se trompe. C'est les mots, les Français, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Non, il y a des Marocains qui sont comme ça. Il y a des Français qui sont comme ça. Mais je change le verbal de comment en fait on s'exprime. On est tout ah mais tu sais les Marocains. Non non non. Il y a des Marocains, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Russes. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais compris très vite, ce côté humain. Et lorsque je suis venue, bah, c'était un peu pareil. C'était ça. J'ai essayé de... Bah, je sais très bien qu'il y a des gens que peut-être que comme ça va bien... Voilà. Et c'est pas parce que j'ai une mauvaise expérience que tout le monde est comme ça. Et c'est ça qui est important, où je vois souvent des mauvaises expériences dans des endroits. À mettre tout le monde... Bien sûr. Comme si tout le monde est comme ça. Voilà. Il y a combien de Marocains sur Terre? Il y a combien de je sais pas, de Vietnamiens? C'est une arrogance. Et ça me rappelle, mais je pense que c'est humain, mais après, tout s'explique parce qu'il y a aussi ce chemin intérieur que tu as entrepris, mais il y a ce côté où les gens, on va dire, c'est comme une personne qui va vivre une mauvaise relation avec une personne, elle va dire tous les mecs sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça, ou toutes les femmes sont comme ça, voilà. alors que c'est ton expérience qui est comme ça. Alors, pourquoi on ne dit jamais, il y a quelque chose qu'on ne fait pas, on ne touche pas au précieux, près des cieux, et on ne touche pas à la vérité. Si tu trouves, t'es fort. Il y a quelque chose en touche. On dit jamais ils sont comme ça tous. Une nationalité? Non. Ou un genre d'humain. Parce qu'ils représentent la vérité, les enfants. Les enfants, c'est vrai. Pourquoi on dit ah non mais les enfants ils sont tous comme ça? Ouais. Jamais. Parce qu'ils représentent la vérité. Et c'est intouchable. La vie, oui. La vie. Et c'est ça que je trouve magique. Pas de jugement. Mais pourquoi on ferait pas ça? Comment on traite les enfants? Pourquoi on serait pas aussi indulgent entre adultes? Je n'ai jamais compris ça. C'était bizarre. Hein. C'est vrai. Ouais, parce qu'ils représentent la vérité, tout simplement. Ouais, bon, enfin. Et donc, du coup, tu arrives au Maroc, tu as 29 ans, tu t'entraînes ici. Raconte-nous un peu la première fois où tu as gagné le championnat d'Afrique. Waouh, première fois. La sensation, qu'est-ce que tu as... C'était au Mozambique, en 2013. Ok. J'étais très contente, très fière, mais je pense pas que c'est la médaille qui m'a le plus marquée. Quand je venais d'arriver, moi, c'était Düsseldorf, en 2014, il y a 10 ans. J'étais outsider. Donc, j'avais fait le tournoi de Paris et j'avais perdu contre la gagnante. Très, très forte, une Hollandaise, très, très forte à l'époque. C'est elle qui gagne. Et donc, la semaine d'après, je pars à Düsseldorf. Et puis là, je me souviens de ce matin, je fais match par match, on verra. Je m'étais même pas focus, je gagne. Je m'en fichais de la médaille. Ça y est. Je disais, allez, vas-y. Puis j'avais pris une Zéro boîte. pression. Non, en plus, elle m'avait mis une boîte, je voulais attaquer, mais elle m'a remis le cerveau de l'autre côté, quoi. J'avais pris, comment on dit, 20 secondes d'humiliation. Tu remontes en plus à Bercy, il y a du monde que tu connais, tu te dis, j'ai mal au dos. Bref, je me remets, et puis donc il y avait le stage, et après on est parti pour l'Allemagne. Et je pense que c'est ça qui m'avait fait gagner ce jour-là, parce que j'étais en mode match, et c'est pour ça que c'est magnifique, parce que j'étais dans mon moment présent. On voit un match et on verra. Je fais un premier tour, je gagne. Deuxième tour, pour la Coréenne, je gagne. Et là, je la prends en demi-finale. Je la vois qu'elle est dans mon... Ouais. Et la pauvre, malheureusement, elle se blesse gravement sur moi, parce que je fais un Kosoto. Et d'ailleurs, sa fin de carrière... Ouais, parce que derrière, elle n'est plus jamais revenue, la pauvre. Putain. Donc, son genou, il y a aussi ça, qui est dur. Donc, bon, je gagne, et puis... Je fais une finale contre une très grande championne. Je me retrouve en finale. Ah, je suis en finale. Ah bon? Détente. Non, j'avais appelé mon entraîneur de club. Je lui ai dit, ah, mais je suis en finale, incroyable. Ah, bon, c'est tout. Et là, je fais la finale et puis je gagne. Waouh.
Avec un état d'esprit zen, moment présent, on prend Force les choses. tranquille. Et puis là, c'était la première fois que le drapeau aussi haut monte, quoi. Waouh, Ouais, c'est incroyable. une fierté ça. Ah ouais, c'était. Et puis là, je me suis dit, bah, j'ai ma place en fait. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les J'ai personnes? vu les jeux, tout de suite, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai eu confiance en moi. Puis après, je commençais à faire des médailles, plein de médailles. C'était le petit pulse. Oui, 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 voilà. Sans compter les médailles que j'ai eues avant d'arriver au Maroc. Au Maroc, je pense que j'ai dû faire peut-être une trentaine de médailles. Entre les Open, entre les Grands Prix, Grands Chelem et les Afriques et puis tout ça. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que on le fait pour soi, forcément, mais il y a une aspiration, donc on inspire les autres. Et donc, je pense que j'ai poussé quelque chose déjà dans le sport Tu féminin, m'étonnes. dans le judo aussi féminin, même garçon, je pense. Et ça, ça vaut de l'or, ça aussi. Surtout que tu te dis, tu as commencé tard dans ce sport-là, donc ça veut dire que tu as des personnes en face de toi qui se sont entraînées pendant, on va dire, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans plus de toi, et toi, tu arrives et tu casses un peu ces standards de... Voilà, que c'est possible. Puis j'arrive tard, ma première médaille, cette médaille d'or, je l'ai eue à 30 ans, quoi. Tu vois 30 que ans. là, Enfin, de là, c'est-à-dire que tout est, voilà. possible. Qu'on me dit c'est trop tard, ou tous les gens qui m'ont dit que c'est impossible à 20 ans. Et puis d'ailleurs, j'ai une amie. Tu leur as parlé, ces personnes-là qui croyaient Oui, pas en toi quand bien tu as sûr. gagné cette Non, médaille? après, j'étais pas dans le. Non, Après, mais juste... après, j'ai compris très vite que des fois, moi j'avais cette folie de sortir des fois des trucs, je lui avais déjà dit des choses que j'ai déjà fait, mais des fois qu'on est un peu réticent, je me rappelle quelqu'un un jour me dire ah, t'enflamme pas trop, tu sais, t'as commencé tard et tout. Et des fois, quand j'apprends à connaître cette personne, je vois qu'elle a des limites. Donc j'ai l'impression que je suis son miroir. Et très vite, moi j'aime l'humain et j'aime bien discuter avec lui. Donc forcément, le fait d'aimer l'humain et de parler, de comprendre les gens, donc forcément après derrière, tu trouves tes excuses. Enfin, tu trouves une tu te parles excuse à toi-même, l'autre quoi. et que tu te dis pas. En fait, t'as plus d'empathie. Parce que forcément, si tu aimes l'humain et que même si des fois il dit des trucs qui sont durs, tu te dis mais en fait il me parle pas à moi. Donc en fait c'est la phrase dont ça me fait penser aux 4 accords Toltec, c'est Jamais prendre pour soi. ouais, voilà, c'est Personnellement. ne prendre jamais rien personnellement parce que la plupart des fois on se bouffe pour ça. Or que les gens, tu sais, c'est des détails. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Oui, c'est même pas toi qui regarde en fait, c'est vrai. lui-même. Mais c'est difficile à mettre en place au quotidien. C'est un C'est travail. très très difficile, mais c'est possible. Tu parlais des combats, j'aimerais revenir à un combat que j'ai regardé contre Lucie d'Écosse. Oh oui. Est-ce que tu peux nous parler dans quel état d'esprit tu étais ce jour-là? Qu'est-ce qui a manqué ce jour? En fait, c'est extraordinaire parce que je prends Lucie, que je tiens tête. Parce que je pense que si les règles, ils étaient comme maintenant, elle se prenait un Otsukomake. C'est Et vrai. il fallait, oui, parce que tu fais 3 judo, avant, il n'y avait pas Otsukomake. Donc j'aurais fini le combat, j'aurais gagné avec ces règles. Mais là, il n'y avait pas de règles, mais un Uchimata, ça reste une championne olympique qu'il y avait en face de moi. C'est vrai. Elle était plutôt sur la fin que le début. Et puis moi, j'arrive en fait, même si on a pratiquement pas grosse différence d'âge, parce que bon, je suis un peu à la carrière à l'envers, mais c'était un honneur de me bastonner avec elle, quoi, de lui donner. Je pense que je lui ai donné un combat, et d'ailleurs elle perd parce que je pense que elle était engorgée, c'était dur. Elle a fait un beau combat avec moi. Et d'ailleurs la coréenne qui fait 3, qui la bat, c'est elle que je bats à Düsseldorf. C'est marrant comme quoi le sport. Non, après, moi, je crois vraiment que le judo, c'est un sport extraordinaire dans le fait, c'est pas un sport de performance comme la natation ou courir. C'est un sport que tout le monde a sa place si je travaille pour. Le outsider, David contre Goliath, David, il peut gagner. Parce que vraiment, si vraiment tu y mets, le judo, il y a de la place. C'est-à-dire que tu peux taper un champion olympique, sans problème. C'est possible. Si vraiment tu y mets du travail. C'est pas, là, je suis en train de dire, Usain Bolt, tu viens outsider, on va le rattraper. Et par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire comment des athlètes comme, je sais pas moi, David Douillet ou on va dire Teddy Riner ou Tani arrivent à être toujours au top au moment T? Qu'est-ce qui fait C'est cette des différence? champions déjà, c'est des champions, et puis ils ont aussi leur parcours, en fait, finalement. Ils ont leur parcours. Il y a des gens qui ont des parcours on va dire, en médaille. Après, c'est une catégorie lourde. C'est vrai que ça, oui. C'est pas pareil. C'est vrai, c'est différent.
Non, mais c'est vrai. Parce que être T'as 10 fois raison. champion du monde au moins de 190, C'est pas comme les ça n'a moins jamais 70. existé. Oui, c'est vrai. C'est très compliqué. C'est une catégorie. Après, ça ne lui empêche pas que c'est un champion. C'est un champion. Mec, c'est un Nadal. C'est un champion dans cette Oui, exactement. On peut aller même plus loin. On prend un Messi, un Ronaldo, un Nadal, un Federer. Comment ça, Djokovic, par exemple, qu'est-ce qui fait, toi qui es dans le coaching mental, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, ils arrivent à tout le temps avoir le bon geste au bon moment, malgré l'intensité, malgré... Est-ce qu'ils ont un truc en plus de nous ou c'est une question de... C'est quoi? Il y a une obsession de travail qui est là, ça c'est sûr. Ils ont une obsession de travail. Et puis, je pense sincèrement qu'en fait, ils ont... Alors, il y en a qui disent, est-ce qu'ils ont un point commun? Enfin, je ne vais même pas aller là-dessus. Mhm. Je pense que ils ont eu le parcours, des fois, aussi qu'il faut pour atteindre ça. Et les choix qu'ils ont entrepris, tu veux dire? Voilà, les choix et aussi l'accompagnement. Maintenant, je vais te donner un exemple. L'équipe de France de judo. C'est pas vraiment qu'une excuse, mais c'est potentiel aussi d'expliquer qu'en réalité, ça joue énormément l'accompagnement aussi. Ok. Je prends Nadal, 14 fois Roland c'est Garros. un Camerounais. Oui, je vois. L'équipe de France, C'est vrai. La structure. Non, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, quand on dit l'égalité des chances, C'est vrai. tous ces champions, après, on parle d'un Ronaldo, machin, Cristo Vavelas, il y a eu une histoire, mais on l'a pris. Tu vois, il est venu de... Maintenant, ils sont pareils Sofia Vavelas, après, ils ont été pris. Il n'a pas continué à Il y a eu un centre de performer formation, dans... un sporting. Non, voilà, donc des fois, on se raconte des histoires pour accompagnement, raconter des oui. films, mais on va être factuel. Je Le prends début, c'est Favelas, mais il y a... Oui, à un moment donné, il n'y a pas de... Voilà, c'est scientifique. Je prends l'équipe de France de judo. C'est que l'Afrique subsaharienne, parce qu'au final, Teddy, il vient d'où? C'est vrai. C'est Afrique au final. Antilles, c'est quoi? C'est pas, voilà, c'est pas des Suédois. C'est les colonies. Bah ouais, c'est les colonies, c'est des Afriques, donc origine Afrique. Il n'y a que Lucas qui est géorgien. Toute cette équipe, je les laisse en Afrique. Est-ce que c'est Parce qu'ils sont champions olympiques par équipe. Là. Donc, c'est pour ça que je suis très focus sur le qu'est-ce que le talent. Et quand tu as le talent, je prends Mozart. Mozart, il est né à Drbrelef. Il a un piano, vite fait, qu'il a trouvé, que son père, il l'a pas mis. Non, mais il faut, à un moment donné, tu sais... J'aime bien, il faut être précis. Non, mais il faut précis. arrêter. Mozart, C'est il vrai. ok, 5 ans, mais son père, c'était un obsessionnel. Il l'a mis dans le piano, je sais pas à quel âge. Tous les jours, il avait du talent. Mais le talent sans travail et sans tout, il y a certaines choses, tu peux rien faire. L'accompagnement, on prend Federer, par exemple, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça, non, c'est des extraterrestres. Mais on peut pas comparer. Voilà, il faut être la vraiment facilité lucide. Et ça, qu'ils c'est ont. quelque chose où vraiment j'aime bien appuyer dessus. C'est que même Mozart, il serait pas Mozart s'il est né, je sais pas où. T'as raison, Voilà. Enfin, je suis totalement d'accord, voilà. c'est vrai, c'est vrai. et ça met C'est un ça peu qui crée de... ce petit plus au final. Oui, C'est- bah oui, bien sûr. Donc, je pense que chaque être humain, il a un talent quelque part. Maintenant, est-ce qu'il est... Comme il disait, hein, moi j'aime beaucoup Brel, le chanteur, il disait que le talent n'existe pas, c'est juste envie de faire quelque chose. Alors, voilà, on a quelque chose déjà, mais on a envie de le faire. Comme Zidane qui a passé sa vie entière, cette obsession à tirer avant les autres, après les autres. Ça, on a fait un Zidane, ou comme un Nadal. Donc, il y a ça, ce Et le travail. plaisir que tu dis aussi, le plaisir dans l'effort, aimer l'effort. Et c'est ça qui Aimer crée la l'effort, différence. Aimer l'effort. L'effort, c'est quelque chose... Voilà, et on l'aime pas toujours, mais... voilà. Toi qui aujourd'hui dans le coaching mental, donc tu aides des athlètes à... Pas que les athlètes, attention. Hein. Je pense que les plus que j'ai, c'est des chefs d'entreprise D'accord, dans très bien. l'entrepreneuriat. Et comment toi tu arrives aujourd'hui, par exemple, on prend une personne qui est dans une difficulté, qui a besoin d'atteindre ses objectifs. Comment tu arrives à les aider pour se relever d'un échec ou voilà, de quelque chose, un échec cuisant par exemple, on a le moral au fond des chaussettes alors qu'on a pensé avoir tout donné. Comment tu arrives à restimuler cette flamme? Le feu sacré? Le feu sacré. Déjà, en fait, chaque athlète est différent. Il n'y a pas de... Là, je vais pas sortir... j'ai une baguette magique, je leur dis ça et ça marche. Je crois pas à ça. Il n'y a pas de bagage. Par contre, il y a du travail personnalisé de chaque athlète, de sa vie entière, de où il vient, de qui il est, de ses croyances, et plein de choses qui font que dès lors on a bien écouté qui il est, avec dès qu'il ne va pas bien,
de comment je vais utiliser des leviers qui lui parlent et qui finalement c'est lui qui les trouve. Et ça c'est très fort de faire ça et de réussir à faire ça. Parce que si je fais pas ça, je serai plus en humilité. Ah non, mais ce serait plus du coaching. Non, fais ça, ça va marcher parce que ça a marché pour moi. Ce qui marche pour moi, ça va pas lui parler, jamais. Je connais certains chemins, mais j'essaie de pas être dans le j'ai vécu ça, même si j'ai vécu dans ma chair, que ça soit forcément pour l'athlète. Parce que il a son entourage. Je vais donner un exemple. J'accompagne, par exemple, ça lui fera plaisir que je parle d'elle. Je ne vais pas dire son nom, mais une fille qui joue au badminton. Si tu te reconnais. Voilà, si tu t'en reconnais, une fille qui joue au badminton, tu as intérêt d'écouter le podcast jusqu'au bout. Et qui a un émotionnel, voilà, c'est gestion d'émotions qui c'est très très difficile. Donc, par moment, bon, voilà, c'est les montagnes russes. Des fois, ça va, bon, voilà, je l'accompagne. Et des fois, je n'accompagne pas l'athlète. Parce que accompagner l'athlète, on se met les doigts dans le... J'accompagne la femme. Parce que c'est la femme, comme je disais tout à l'heure, on a des êtres spirituels avec une expérience humaine. Là, c'est des athlètes, des humains, avec une expérience d'athlète, et pas le contraire. Et des fois, on est trop focus sur on va dire leur masque, et puis on se trompe. Alors, par contre, il y a cette humain qui est là et qu'il a des demandes, il y a certaines choses. Et dès lors qu'on comprend son humanité, qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qui ne va pas, j'accompagne dans ça. Et finalement, l'athlète, elle va bien tout de suite. Des fois, c'est pas l'athlète qui va pas bien. On pense que c'est l'athlète qui va pas bien. Non. C'est il y a derrière. C'est la personne en face et finalement qu'il y a une réussite, parce que j'aime la gagne forcément, et gagner c'est bien, ça fait du bien. Mais à la fin de la carrière, si elle est épanouie, j'ai aussi réussi avec la personne. Parce qu'il y a l'après aussi. C'est ça, quand tu descends du podium, comme Phelps, il explique très bien dans son livre, si tu descends du podium et que tu as envie de te foutre en l'air, c'est comme si tu avais raté ta carrière. Et il y en a combien qui ont leur médaille et qui ont envie de se foutre en l'air et qui sont pas bien ou ils sont en dépression. Et toute leur carrière, ils ont pas forcément... Et c'est là où il faut lire le livre le Guerrier Pacifique, parce qu'il appuie dessus. Ça m'a donné envie, tu sais. Que c'est pas une finalité. C'est vrai. Et que final, voilà, c'est le parcours. C'est tous les jours. C'est des champions olympiques. Et en descendant, comment tu te sens? J'aime bien poser cette question après, quand quelqu'un a gagné une grosse médaille. Je laisse du temps un peu. Et après, je lui demander comment tu te sens? Vidé. Voilà. Est-ce que tu t'identifies encore? Parce que finalement, il y en a eu plein des champions olympiques. Est-ce que je vais te donner un champion olympique, tu vas plus t'en souvenir? Et au final, si tu t'identifies à ta carrière et ta médaille, si elle est plus là, tu es qui? C'est dur ça. Qui es-tu? Et donc, si tu es personne et tu sens que tu es personne, là, tu pars en vrille, quoi. Donc j'essaye que ils se sentent... On le remarque, après, par exemple, beaucoup de joueurs de foot, par exemple, après leur carrière, ça part en sucette. J'en accompagne et c'est quelque chose de très difficile, surtout s'ils ont une blessure et qu'ils n'arrivent plus à revenir. Ça tombe beaucoup en dépression. D'où l'importance du parcours intérieur, de ce qu'on se dit au quotidien. Moi, c'est vraiment aussi ça. Moi, encore une fois, ça te caractérise beaucoup, ce oui, côté-là. Oui, alors j'aime la gagne, les gens le savent, je fais toujours des concours, des trucs, mais il y a un mais là-dedans. Okay. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer tardivement dans un sport, dans une discipline, dans quelque chose? Déjà, moi, c'est vraiment, je pense que les réseaux, je prône rester en mouvement, quoi qu'il arrive. Et je crois sincèrement qu'il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose. Donc moi, je vois mon voisin, trop mignon, il a 78 ans. Et puis, je sais pas, un matin, il s'est réveillé, il me fait « Asma, je me suis mis au vélo. » Il se tape du vélo, il va très très bien. Il faisait que de la marche à pied, puis il avait envie d'apprendre à bien pédaler et partir. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après, qu'est-ce qu'on veut, au final, dans ça? Est-ce que c'est du sport santé? Parce que le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. Attention. Entretien et performance, c'est différent. D'ailleurs, Boris, il a écrit un livre sur Annick, il a écrit un livre « J'aime le sport de petit niveau ». Parce que c'est un terrain à névrose de haut niveau. Entre le plein, vide, plein. J'ai. Je suis qui? Je suis la médaille. Donc,
C'est pour ça que moi, je pense que ça doit être obligatoire, un accompagnement psy. Parce que c'est tellement de pression, c'est tellement on représente quelque chose que de ne pas être accompagné, c'est compliqué. C'est pas un sport santé, c'est des névroses. Alors ceux qui se ressemblent vraiment dans les névroses, politiques, athlètes de niveau, grands chefs d'entreprise, dirigeants, ils ont des névroses un peu pareilles. Donc, c'est vrai. voilà. On est face à nos émotions et des émotions Oui, qui sont fortes. oui, Il y a un parce regard de l'autre aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis la soif de gagner, mon précieux, ma médaille. Et si on ne gagne pas, tout s'effondre alors que Oui. il y a tout à mettre Et puis il y a le contraire aussi. en valeur aussi. Et puis dans les névroses, ça se ressent, mais attention, dans la chose qui est le côté, là j'ai dit l'ombre, mais le côté lumière, c'est qu'un chef d'entreprise, il est capable, j'en connais, qui perdent je ne sais pas combien. Ils arrivent à se remettre un peu. Moi, je connais un chef d'entreprise qui a tout perdu au Covid. Il vient de remonter un truc qui marche. C'est-à-dire que cette résilience, elle est exceptionnelle. Et puis, pareil pour l'athlète. En 4 ans, on se prépare pour une journée. Il faut savoir que j'ai fait 2 fois pied du podium. 2017-2018, 2 demi-finales. Première fois, une Marocaine qui va en demi-finale. Je bats une Japonaise. Première Africaine à battre une Japonaise au championnat du monde. Médaillé mondial. Et derrière, je pas le plus dur, et derrière, je fais 5. Donc, pied du podium, nous, il n'y a pas de... C'est la pire place. C'est la pire place. Comment tu le vis, ce moment? 2 fois, je laisse passer 2 médailles en mondial, et comment on fait pour remonter? Et repartir et regagner. Et ça va vite. Je vais te raconter une anecdote un jour. J'ai vu, tu as repris l'entraînement le lendemain. Oui, direct. C'est bien ça. Ah, c'est fort. Que tu le saches, c'est fort. Le lendemain, c'est ça. Et puis, il y a eu une fois, j'étais au Grand Prix de Marrakech. J'avais gagné le Grand Prix en 2018 à Agadir. Et je fais le Grand Prix de Marrakech, où je perds au premier tour contre une Allemande. Bon, c'était mon public, j'avais peut-être un stress et tout. Et la semaine d'après, juste le week-end d'après, je partais en Russie. Grand chelem, niveau dessus. Ekaterinbourg. Et je prends la même amende. Au 2e tour. Bon. Ça t'arrive souvent, là, même situation autre... Ouais, je l'écris à un moment donné dans ce truc-là de switcher. Et j'avais switché et je ramène la médaille. Donc, c'est ma première médaille grand chelem. Donc, ce truc de résilience, c'est quelque chose qui est... Tous les athlètes, ils l'ont. Ils arrivent à rebondir. Et donc, c'est parce qu'on est habitué à ça. C'est le sport, on a fait un choix de signer dans quelque chose où on est habitué. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très résilients. Voilà. D'accord. Et j'ai vu ce week-end, tu as vécu pas mal d'événements. Et donc, du coup, tu as vu aussi la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération au Maroc? Moi, je pense que c'est une très bonne génération. Donc, il y en a quelques-uns qui aujourd'hui vivent à Valence. Et puis, il y a une génération qui est ici. Et moi vraiment, j'ai quelque chose que je crois. Je crois au rêve africain. Je crois au rêve marocain. Et Inch'Allah, qu'on aura les Jeux Olympiques 2032 ici. Parce que si un pays africain doit l'avoir, je pense que c'est le Maroc. Je l'espère fortement. Et on sera vieux. Moi, je serai vieille. En tout cas, c'est pas trop. Mais... Ça va. Avec le sport, on s'entretient bien. Et je pense sincèrement que le Maroc, c'est un pays tellement exemplaire dans le sens où tous les pays, on peut trouver des défauts, mais je trouve que le Maroc, dans comment il avance sur tous les niveaux, c'est juste extraordinaire. C'est fou. Maintenant, je pense sincèrement que dans les piliers de la performance, dans la performance en règle générale, par moment, des fois, on manque de formation. C'est ça. On n'a pas de formation. En fait, nous, c'est pas un problème d'argent, tout ça, c'est le capital humain. C'est... en fait, je souhaite plus qu'il y ait trop... On peut solliciter des étrangers pour nous aider à savoir comment... je suis pour l'échange culturel des Japonais qui viennent, tout ça. Mais je suis aussi que des locaux puissent être des coachs. Des locaux, ils sont formés, qui prennent. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que le jeune va s'identifier à que peut-être un jour, je vais être coach. Et donc, qu'il y ait des exemples. Et des fois, moi je le dis clairement, et des fois, il y a des coachs qui viennent, c'est apprendre, ils apprennent pas à pêcher, ils donnent du poisson, ils se barrent. C'est pas chez eux, 4 ans, ils se barrent. Donc là, je suis beaucoup plus sur cet échange que les athlètes, faut qu'ils partent, les gens qui viennent du mouvement judo, c'est ça.
C'est partage et prospérité, quoi. C'est entraide et prospérité. Ça change, c'est fluide, c'est mouvement. Mais par contre, je suis aussi beaucoup sur la formation. Donc, c'est pour ça que j'investis beaucoup mon temps au Maroc aussi. Donc, on a créé une école, faculté psychologie, psychanalyse, où moi, j'ai un volet de préparation mentale. C'est super important quand même ça, parce qu'au Maroc, je trouve qu'on a beaucoup de talent. Le Marocain, nous, on est capable du meilleur comme du pire. On peut faire une dinguerie, comme on peut faire un truc hyper... et je pense que des fois, c'est lié au mental. Oui, c'est le mental. Déjà, par exemple, on prend un exemple. Je prends un exemple de Walid, parce que j'apprécie beaucoup Walid. Le coach. Ouais. C'est un MRE qui vient. On fait confiance à un MRE qui vient. Il n'y a pas de MRE, c'est un Marocain. Il arrive dans une situation urgence. Et puis, c'est un local qui a réussi à faire son groupe. Il a réussi à mettre une cohésion. Parce que les gens ils disent que ce n'est pas qu'une question technique tactique. Il y a aussi le mental, il y a l'ambiance, il y a la flamme. Et puis bon, là, les mamans, elles ont poussé, le public a poussé, Qatar, c'est exceptionnel. Et moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Portugal, Espagne, ça y est, j'ai chialé. Parce que ça représentait même pas... Moi, j'étais avec une amie sénégalaise qui a pleuré. Ouais. Il n'est pas marocain. Ça touche n'importe quelle personne. Tous les Africains. On a tous pleuré, tous les Africains. C'est l'espoir, c'est le message d'espoir aussi. Outsider qui gagne, on était les chouchous de tout le monde. Et d'ailleurs, les judokas, on est partis à Doha et on a fait pareil. Demi-finale avec les Marocains, les athlètes. Ouais, on a les championnats du monde il y a 2 ans, on a fait magnifique place pied du podium. Bon, on en a moins parlé parce que c'est pas le foot. C'est vrai que c'est moins médiatisé. Oui, après c'est comme ça. Hein. Le foot, ça reste le foot et puis c'est tout. Comme moi, j'ai fait une demi-finale, personne n'en fera vite fait. Hein. Alors que c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, moi je suis pour ce côté-là où si on s'identifie pas à quelqu'un de local, on pourra jamais aspirer à des choses. Oui, et puis penser que le rêve il est marocain, on n'a pas besoin d'aller traverser pour aller travailler en Espagne, je sais pas quoi, ou ailleurs. C'est le Maroc, ça y est, l'Europe, ça y est. Franchement, c'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte, le rêve africain. Les gens, moi je pense sincèrement. Moi je pense sincèrement que l'immigration avait d'autres côtés. Les Espagnols commencent à venir travailler au Maroc, attention. Mais vraiment, vers Tanger, à faire des trucs de main-d'œuvre, des Portugais, tout ça, Espagnols, ils viennent vers Tanger travailler. J'en ai rencontré, je suis incroyable. C'est tout doucement. C'est vrai. Et c'est rien à voir, hein. Mais si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a quelques années, ça serait quoi? Cette question, j'ai tellement eu. Ah ouais? Ouais, tellement. Franchement, je ne donnerai aucun conseil. Vraiment. Rien n'a changé. Parce que c'est tellement beau de se casser la gueule. C'est vrai. Franchement, on évite ça, mais c'est... C'est ça l'avancée. C'est tellement beau de... Je vais aller plus loin. Il y a eu des moments où j'ai eu des doutes à perdre un peu ma foi, dans le sens où chaque être humain, à un moment donné, il a des doutes. Et c'est ça qui est fort dans la foi. C'est comme ça qu'elle se renforce. Et les gens disent « Oh, non, on va parler vrai ». Des fois, on a des doutes sur sa foi, sur quelque chose. Et c'est parce que je l'ai perdu que je l'ai retrouvé encore plus puissamment en moi. Et je suis contente de l'avoir cherché. Des fois, on se pose des questions, on est en colère, il y a quelque chose comme ça. Et on veut... La foi, c'est... Voilà, on veut plus être apaisé, qu'il y ait quelque chose, donc on est agité. Et c'est bien ces moments-là, aussi, en finale. Et c'est grâce à ça qu'on retrouve la foi. Donc, c'est OK, quand on me dit ça, je dis ça va venir. Et des fois, ces moments-là, on traverse notre enfer. Mais après, je sais que c'est dit comme ça, c'est difficile d'entendre, surtout s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans ces moments-là de douleur, parce que la douleur, elle est intense des fois. Et des fois, on ne peut pas entendre, parce que notre écho, il crie, il y a tellement de douleur et de cris à l'intérieur, que l'autre, quand il nous parle, il nous écoute pas. Voilà. Par contre, je suis persuadée que c'est des moments précieux. Ok. Et quelle personne tu penses qui t'a le plus soutenu durant ta carrière? Tellement de gens. Ouais, il y avait une personne. Je pourrais pas. C'est vraiment, j'arriverais pas à mettre un visage. Je l'ai mis dans les belles personnes, j'ai fait des rencontres extraordinaires et je pense sincèrement que chaque être que j'ai rencontré, j'ai eu de la chance
en fait, je dis que je suis pas millionnaire. Mais si en personne que j'ai rencontrée, je devais l'être, je suis milliardaire. Ah ouais, il y a des âmes. Alhamdoulilah, j'ai eu des âmes autour de moi. Essayez de m'entendre. J'ai eu des âmes exceptionnelles autour de moi. Et qui ont... souvent cette phrase qui dit dis-moi qui sont autour de toi, je te dirai qui tu es. Après, est-ce que c'est pas moi qui est parti chercher ces personnes parce qu'elles résonnaient quelque chose chez moi? Et c'est vrai que je me suis toujours entourée de personnes... pas toujours, parce qu'il y a eu toujours des challenges, hein, des moments de challenge avec des personnes. Pourquoi je suis partie les chercher spécialement? Je me suis cassé la gueule parce que j'ai essayé de régler quelque chose chez moi. Et des rencontres qui ont été violentes, très dures, violentes dans le sens qui m'ont agité. Pourquoi? Parce que finalement, j'avais besoin de régler quelque chose chez moi. C'est ça, quand on rencontre une personne, on va chercher cette... Ouais, voilà. Tu sais, c'est le truc, tu sais, lui, il a fait quelque chose. Mais c'est dans le lui, là. Tu sais, quand je te pointe, il y en a combien, 3 vers moi? Il y en a 3 vers moi, il y en a 1 vers toi. Donc les 3, là, ils me pointent. Donc dès qu'on dit lui, il a fait... il est là. Le toi, il est là. Non, il est là, mon gars. Donc essaye de penser à ça, et je trouve ça extraordinaire. Et donc finalement, ces personnes, c'est quand on accepte, et finalement... Même, tu sais, il y a des gens qui vont dire oui, mais j'ai subi, ok. Mais si on accepte autant de ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que. Le début. Voilà. Si on accepte, c'est quelque chose qui déjà qui va pas. Mais bon. D'accord, ok. Tout à l'heure, on parlait hors micro, on parlait de la confiance en soi. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Alors mon épée Damoclès, talon d'Achille, c'était comme j'ai un peu un parcours qui est très biscornu, atypique. J'avais un problème maintenant je pense que je l'ai vraiment, j'aime pas dire jamais parce qu'on peut être challengé des fois, mais le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est en fait on se sent pas des fois à sa place, légitime et à sa place. Parce que j'ai tellement fait les choses, ça m'est déjà arrivé sur le tapis à un moment donné. Oh, moi je vais être championne du monde. Ah, moi je vais. Donc, je mérite pas. Oui, mais c'est même pas que je mérite pas, c'est même pas le mot. Avec mon parcours, c'est possible. C'est-à-dire que je me dis même pas mérite ou pas, c'est oh. Et donc c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler, vraiment beaucoup. Et un jour, c'est là où ça a switché, c'était à une conférence à Tanger. Et on me sollicite pour une conférence et c'est vrai que la personne avait besoin, j'étais en compétition, elle avait besoin d'entretien, la personne qui gérait ça, de me voir. Il fallait limite pas que je me vende, mais qu'elle voit que ça va coller parce que là-bas c'était une grosse conférence. Et j'étais en fait avec un autre conférencier qui a une expérience incroyable. Okay. Vraiment une grande expérience par rapport à moi, conférence. Et c'est vrai que j'avais stressé parce que je passais après lui. Oh là là. Puis je vais à sa conférence, je vois qu'il fait un truc, machin, l'image. Je dis putain, mais pauvres diapos. La pression. Je dis non, mais j'avais des diapos, des pauvres diapos. Quoi. Ça, je me voyais comme ça avec le mal au bide, je voyais ces vidéos, ces films, ce qu'il disait et tout. Je suis oh là, de moi, comment. Et je rentre, je commence à avoir mal au bide, tu sais, je commence à faire de la respi, puis je commence à avoir ces pensées toxiques. Non mais attends, qu'est-ce que tu vas faire demain? Puis je les voyais, la salle était blindée, puis. Je commence à avoir les pensées parasites, est-ce que tu vas être capable de... Et finalement, j'ai fait ma petite prépa mentale, hein, mes petits secrets, ma respi, certains pep talk, ouais, voilà, machin, je switch, comme sur un tapis judo. Pareil, j'ai switché, allez. Beast mode. Tu vas combattre. En plus, je suis rentrée avec musique où je courais, donc ça y est, c'est comme si j'ai switché. Je fais mon truc, en synchronicité, voilà. C'est fini, puis voilà, on est parti et tout. Et après, il y a un feedback. Et je reçois le feedback, et au final, j'avais cartonné le truc, quoi. Authenticité. Et puis, ils avaient fait un peu qui était le mieux, en fait. Ils ont fait un truc... et en fait, performance. Ouais, et en fait, j'étais vraiment... Ils ont adoré. Marqué les esprits. Voilà. La phrase c'est mouvoir pour s'émouvoir. Donc, je crée vraiment beaucoup d'émotions chez les gens. Et en fait, à partir de là, en fait, ils savent pas comment ils m'ont switché tout mon univers de conférence. C'est-à-dire que, en fait, Asma, avec tout ça que t'as fait, en fait, t'as fait ça. Et donc maintenant, que j'ai n'importe qui, tu m'envoies des grands conférenciers, quoi. En fait, cette conférence, c'est un ancrage pour moi. Après, j'en ai fait tellement. Mais c'est un vrai ancrage. Un déclic. C'était un déclic. Un déclic. Des fois, si je doute, je pense à ça dans ma temps. Et j'en avais fait une où c'était vraiment challenge énorme. Parce qu'il y avait du lourd, hein. Il y avait des professeurs de neurosciences, il y avait
en face de toi quand tu as du lourd, faut sortir du lourd. C'est Hein, vrai, c'est vrai. Et après, moi, je pense que j'ai une note où je reste, je m'invente pas une vie, je reste toujours. Il n'y a pas mieux. Voilà, moi, je suis pas là, peut-être, non, je reste moi, de ce que je peux, voilà, ou ce que je maîtrise, je contrôle, dans le sens. Là, je reste pas. Enfin, quand je dis contrôle, maîtrise, c'est. Je vais pas aller dans un terrain. Je vais pas mentir aux gens. Je vais pas mentir aux gens. Parce que j'ai étudié un sujet, voilà. Et donc, en faisant le plus simple, les gens, ils adhèrent. Et voilà. Et donc, je fais les choses simplement. J'aime bien un peu, voilà, j'ai un côté où, un peu à la Tim Burton, je suis capable de parler de quelque chose de très très dur et au final, tu le vois pas parce que c'est pas larmoyant, c'est pas. C'est pas victimisant, oui. C'est pas victimisant et je trouve que c'est ma façon d'expression. C'est pour ça que j'aime bien Tim Burton et ses films. Et donc, j'emmène les gens dans quelque chose comme ça et ça fait du bien, finalement. C'est une douce résilience et il n'y a pas besoin de. Pas besoin que les gens y soient. Qu'il y ait de l'espoir. Exprimer de la violence dans qu'il y ait de la. On peut des fois, il faut être tranchant, mais qu'ils aient de l'espoir dans les mots et c'est ce que je cherche aussi. Et tu as eu la chance de réaliser ton rêve qui était de participer au jeu. Après avoir réalisé ce rêve, c'est quoi le prochain rêve que tu as envie de... Alors moi, j'ai une bucket list. Okay. Et j'en ai coché tellement de choses. Comme même marcher avec des lions. C'est vrai, j'ai marché avec les lions. C'est bien. J'ai tellement. En fait, c'est mais même celui qui te paraît le plus irréalisable. Alors, je dirais pas irréalisable parce que maintenant que j'ai Allez, fait le mon plus parcours, challengeant. Grande question. Alors, le plus grand, enfin, ce que je souhaiterais, c'est à travers mon association. J'ai envie que mon association prenne une grande ampleur pour que je puisse mettre des emplois, enfin, créer de l'emploi. C'est quoi le nom de ton association? Kintsugi Vibes. Kintsugi. Alors, ma société qui s'appelle Kintsugi People, Kin, c'est un mot japonais. Kin, c'est pour ça que je suis en fissure, là, tu vois, en or. J'ai vu, je connais bien. Kin, c'est or, Tsuki, fissure. Quand les Japonais, ils cassent un bol, ils leur collent, ils mettent de l'or. Donc, d'ailleurs, maintenant, je fais aussi du Kintsugi, l'art-thérapie. Et donc, j'ai créé aussi Kintsugi Vibes. En ce moment, c'est moi qui mets de ma poche des fonds. Okay. Et le but, c'est quoi? Elle sera en France et aussi pays francophones africains. Je me limite pas. C'est rendre la santé mentale accessible à tous. Très bien. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en plus, je pense que c'est l'année 2025 en France, c'est la santé mentale. Il faut savoir que dès la santé mentale, dans un endroit, l'humain, il va bien. Tout passe par là. Par contre, je me suis aperçu que dès lors que j'accompagnais, beaucoup de gens, ils avaient un problème financier. Par exemple, moi, je fais des retraites. Je fais des retraites pour les gens ils peuvent pas. Donc, comment je pourrais aider avec un fonds de dotation des gens comme faire ça. Profiter des personnes. Parce qu'on aide des fois pour la nourriture, on aide sur des trucs, et il le faut. Des fois, on aide sur certains, mais on n'aide pas. Il n'y a pas beaucoup d'aide sur l'univers du soin mental. Pas tant que ça. Il y a le monde linéaire où tout est palpable, tout est perspective. Et il y a ce côté intérieur, et c'est vrai. Après, c'est aussi, niveau culture, j'ai envie de changer les choses. Dans la psychologie des gens de la diaspora et des Africains, c'est pas qu'un truc de blanc. On a un cerveau comme eux. Et la psychologie, c'est pas qu'un truc de l'occidental. Non. Ok, on a notre croyance, notre culture et notre foi. Mais la psychologie reste la psychologie, en fait. Il y a aussi, voilà. Elle peut être spirituelle. Après, moi, je suis dans le psycho-spirituel aussi beaucoup, énormément. Et je sais m'adapter à qui est en face de moi, en réalité. Il y a des fois des choix de mots, et en fait, finalement, on parle d'autre chose. Mais c'est pouvoir donner accès à des personnes qui peuvent pas l'avoir, cet accès-là, cet univers. Par contre, il faut toujours donner quelque chose. C'est ça où le truc subtil. Il n'y a pas de gratuité dans le soin, parce qu'il faut donner quelque chose. Je vais te donner un exemple. J'ai des gens que j'accompagne. Moi, j'ai un jeune joueur que j'accompagne. Il peut pas, aujourd'hui, ça en devenir. Et il donne même pas 5 €. Et voilà, et je reste des fois 2 heures avec lui. Voilà, j'ai envie de l'accompagner vraiment à aller se concrétiser. Et je sais très bien qu'il ne peut pas, mais je le fais passer sous... Et ça, c'est important. Tu crois en lui. Je crois en lui. Après, ça lui appartient. C'est pas une pression, il oublie, machin.
Je crois toujours, moi, je crois beaucoup. Mais à ce moment-là, tu penses qu'il est nécessaire de lui donner Oui, du temps voilà. Donc, c'est pas que pour... c'est aussi pour les athlètes. Le soin mental des athlètes. C'est important. Ceux qui vraiment qui peuvent pas. Après, moi, je mets des barèmes. C'est comme ça que je vois la thérapie. J'ai des barèmes de salaire. Okay, C'est-à-dire que tu gagnes tant, c'est combien. C'est ce prix-là. Voilà. Très bien. Je fais au salaire et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Tu sais que ça manque. Voilà, si tu gagnes le SMIC, tu vas pas payer le même prix que si tu gagnes. Donc, voilà. C'est par confiance, tout ça. Et généralement, ça marche très bien jusqu'à ici. Et ça fonctionne. Hein. Je suis pas dans le mode sauveur, je mange rien et j'aide les autres. Non. Je gagne bien ma vie. Mais par contre, j'estime que dans ce métier-là, il faut qu'il y ait... valoriser déjà ce que tu donnes, donc forcément, il faut qu'il y ait un retour. Oui, c'est logique. Et puis la psychologie d'aujourd'hui, c'est bon. Il faut que les psys sortent de leur bureau. Ça y est, c'est fini. On a marre. Tu viens, tu t'assois pendant 1 heure. Il faut qu'on sorte du bureau. Ceux qui sont dans le soin mental, il faut qu'ils sortent de leur bureau. Et ça, je le redis. Ça, il faut le mettre en punchline parce que j'aime bien. Il faut que les psys d'aujourd'hui sortent de leur bureau. Il faut aller sur le terrain. Il faut mettre des choses en place pour... je dis pas que tous, voilà, vous avez compris mon message. Parce que les générations changent aussi. Oui, tout change. C'est pas la même manière de discuter, voilà, c'est pas la même manière. La psychologie, elle évolue, l'être humain évolue. En plus, maintenant, avec, ils sont tous, tout le monde dit, tout le monde est TDAH. C'est vrai. Déjà avec les réseaux sociaux, on est tous des TDAH, troubles de ton comportement. Comment ne pas être en trouble avec tous les réseaux, ils sont pas déconcentrés. Mais, donc, c'est une invitation à revoir les choses, en fait. L'intelligence artificielle qui est là, il y a plein de choses. Et donc, comment on peut penser le soin mental de demain, d'aujourd'hui et de demain? T'as raison, c'est une très bonne question. Donc, j'ai créé Kintsugi Vibe. Et d'ailleurs, je pars à Sahraouia. J'ai vu. Et je vais représenter mon association. Ah, c'est bien. Je suis trop contente. Donc, voilà, avec une bonne binôme, que j'ai voulu que ça soit elle, parce que... Il y a une belle énergie autour de Sahraouia Maroc. Ah, j'adore. Puis d'ailleurs, je vais faire un atelier là-bas, je vais faire une conférence pour elle. Ah, bien. Tu fais partie de l'orga ou c'est juste... Non, je suis une athlète aussi, là-bas, avec ma binôme. Et c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Puis Sahara, c'est un endroit à énergie très, très puissante. C'est vrai. Ouais. C'est énergétiquement, c'est moins habité, donc il y a encore quelque chose. Et puis on a un nom. C'est quoi? C'est un mot portugais. Et on peut même pas le traduire, parce que je vais vous dire ce que ça veut dire. Notre team, c'est la team Sodade. C'est Sodade, mais ça se dit Sodade. Okay. Sodade, c'est un mot portugais qui veut dire... alors, il rejoint plusieurs choses. C'est quelque chose de difficile, mais en même temps doux et beau. C'est-à-dire que c'est comme un kintsugi. C'est en même temps quand on dit « Ah, mon ambiance, elle est Sodade », c'est-à-dire que quelque chose qui peut être vraiment terrible, mais dans ce côté terrible, il y a une espèce de doux, quelque chose de doux. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça un jour. Je vais donner un exemple. Des fois, quand je repense à des compètes ou des défaites, il y a un côté peut-être qui va... Mais en même temps, il y a le judo, il y a quelque chose de doux. Et j'aime bien cette sensation. Donc, on appelle ça le Sodade. Donc, c'est Team Sodade parce que voilà, avec ma teammate, c'est ma binôme. On a un peu la même vibe parce qu'elle est thérapeute aussi. Puis elle est aussi dans le psycho-spirituel. Donc, top. Inch'Allah, vous allez gagner. Oui, voilà. Puis, de toute façon, déjà, ce que je lui dis, on va gagner, on va terminer bien comme il faut, parce qu'elle a commencé le sport il n'y a pas longtemps. Ok. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. À la fin de chaque épisode, je demande à l'invité de m'écrire sur un papier que je vais te donner une valeur qu'on aimerait garder de lui et une phrase qu'il aimerait laisser comme empreinte. Ok. Donc, quelle empreinte t'aimerais laisser derrière toi? Ok. La phrase. Oui. T'as mis la date? On est combien? On est le 19. T'as mis ton prénom aussi? Oui. Eh ben écoute, parfait. On va la mettre dans cette boîte. Il y en a plein. Parfait. Asma, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours. J'espère que ça va inspirer des personnes, que ça donnera des idées, que ça encouragera des personnes qui souhaitent se lancer dans le sport
Ça donnera aussi des idées pour ne pas lâcher de suivre ses rêves. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Inch'Allah, que tu réaliseras ton projet avec ton association. Merci beaucoup, Jamel. Et encore une fois, elle est magnifique, ton idée de Back to Bled. Je te remercie.